J'aime beaucoup les variétés, ouais. En fait, c'est un peu c'est un des éléments qui m'a fait comprendre la diversité en fait Ouais. dans le café. Moi, j'ai commencé finalement. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait, ça remonte puisque maintenant, ça fait un peu plus de 12 ans. J'ai commencé en 2007. Lui, c'est Jérémy Vergne, le responsable formation chez Belco. Vous êtes dans la seconde partie de ma visite chez Belco, une société d'importation de café vert. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à le faire tout de suite. Dans cette partie, Jérémy nous parle de la diversité gustative des variétés de café, si peu connues du grand public. Et oui, on pense tous que le café a un goût, un seul goût standard unique. Eh bien non, détrompez-vous, c'est pas comme ça que ça se passe. La variété m'a fait comprendre cette diversité en fait. Donc du coup, c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup intéressé, où je m'intéresse beaucoup. Maintenant, je suis pas quelqu'un du CIRAD. Hein. J'ai beaucoup plus de temps d'apprentissage. Je suis vraiment un passionné. Maintenant, quand j'ai eu des conversations, on a eu la chance d'aller déguster, tu sais, les Coffea Stenophila, enfin toutes les différentes espèces botaniques enfin palliatives d'Arabica et de Robusta. On était allé là-bas déguster. Bon, on les étudie gustativement. Ça, c'est un truc sur lequel j'essaie beaucoup de travailler. C'est un peu l'étape d'après. Maintenant, c'est le Bourbon. Quel est le point commun du Bourbon à travers différents types de pays ou Pourquoi le Bourbon? Parce que le Bourbon, c'est une des variétés qui est les plus. C'est celui qui te fait le plus de l'œil à Non, toi non, ou... pas plus que ça. C'est surtout que c'est une variété qui est la plus développée à travers le monde, comme le Typica. C'est les deux variétés mères. Toutes les variétés. Après, t'as tous les process. Déjà, rien que ça, tu fais les multiplications. Après, t'as la torréf. Après, t'as l'extraction. Donc, si tu combines tout, t'as une infinité de possibilités. Voilà. Et là, t'as oublié le terroir. Et c'est pareil. Tu vois, ça aussi, cette notion. Production, production. Non, non, mais enfin, je te suis là-dessus parce que c'est qu'une accumulation et d'addition de plein de facteurs et plein de paramètres. Là, il y a encore un autre gap énorme de connaissances. Tu te dis, mais c'est génial, c'est assez excitant. Et puis, voilà quoi. Et tu te dis, en fait, on n'est pas arrivé quoi. Mais c'est génial. Non. Après, moi, comme je te dis, j'ai la chance. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le café. J'ai la chance d'avoir connu l'avant et un peu ce qui se vit aujourd'hui. Donc, je me sens mais complètement privilégié d'avoir choisi ce secteur-là il y a 12 ans parce que ce qu'on voit aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui existait avant. Donc même toi qui a commencé peut-être plus récemment, mais qui est en train de vivre cette transformation, on vit un peu ça comme des pionniers. Quoi. Je suis perdu en permanence. Oui, oui. Alors ça, oui. Tu vois qu'il n'y a pas grand-chose. En tout cas, en France, la culture café, elle n'est pas beaucoup développée. Non. Moi, je vais toujours dire, dedans. Comme je suis dedans et que je passe 8 ans, que ça fait 8 ans que je donne des formations, j'ose espérer qu'elle a quand même un peu changé au niveau de la profession. Oui. Mais maintenant, tu as raison, d'un point de vue consommateur, le gap est encore très large. Et puis là, évidemment, toute la notion de traçabilité, qualité sur lequel tu travailles et tu essayes de militer pour changer, là, on voit quand même qu'on est en train de... Là, le consommateur, il est open bar, là, il ouvre. Là, il est intéressé par ça. Et donc là, pour le coup, il faut s'engouffrer, quoi. Si on le rend élitiste, le café de spécialité, je pense qu'on se tirera une balle dans le pied. Et je trouve que d'ailleurs, toi, par le biais de ta chaîne YouTube, etc., tu en prends vraiment le chemin vert. C'est comme ça qu'on a commencé à tchatcher ensemble, etc. C'est exactement vers ça qu'il va aller. Moi, je ne pense qu'à une seule chose, c'est démocratiser un bon café de spécialité. Alors, ce sera peut-être pas des 88, ce sera peut-être pas des monovariétés, ce sera peut-être pas le process anaérobique, c'est clair. Parce que faut être honnête, tu vois, moi j'adore ça. Mais quelqu'un qui connaît pas, quand il passe d'un carte noire à un anaérobique, franchement, c'est pas simple. C'était toute ma question par rapport à ce que je te demandais en bas, si tu formais les gens à communiquer justement sur ça. Il faut, aujourd'hui, je vais passer, c'est hallucinant, mais c'est un peu la réalité. Je vais passer presque autant de temps sur la notion de filière, la compréhension de la filière, comment l'argent est distribué en pays d'origine en fonction de tel ou tel pays. Quels sont les usages, quels sont le rôle des coopératives d'État, type ECX par exemple en Éthiopie, toute cette notion quand même importante de comprendre l'importance en fait d'acheter du café vert et voilà, et presque autant de temps évidemment à parler des process, des variétés, du terroir, de la partie technique, de la constitution des lots à travers les dry mills, tout ça évidemment que ça prend une part importante, mais c'est la responsabilité d'acheter un café quoi. Et moi c'est vraiment ce que j'essaye au maximum de... Bon après ça me ressemble parce que j'ai un caractère un peu militant déjà à la base. Aujourd'hui quand tu vas dans une Biocoop, que tu te fasses, je vais pas citer de nom, mais voilà, je pense qu'on pense tous au même, que tu as des cafés qui sont éthiques, bio, parce que moi je fais partie de ce monde-là aussi. Ils sont à 3,50 € les 250 grammes. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose, il faut que le consommateur comprenne que 3,50 € quand c'est un produit qui est fabriqué à plus de 6000 km,
Ces gens-là, c'est des industriels, ils sont en place depuis plus de 50 ans. Est-ce que les pays du Sud ont augmenté en richesse depuis 50 ans? On sait bien que non, donc ça prouve bien que le paradigme, il est pas bon, quoi. Un paquet de café, ça doit être 6 et 7 euros. C'est ça, déjà une redistribution qui soit plus équitable. De base. De base. Mais moi, je te parle de base. Mais ils vont dire que c'est ultra cher. Hein. Bah oui, non mais c'est pour ça que je te dis, moi, je veux passer par des étapes. Donc, si le café de demain, c'est 6-7 euros, on aura fait sacrément du chemin déjà. Et on aura déjà mieux redistribué. Maintenant, évidemment. Mais je peux pas leur dire c'est 11 euros ou 12 euros. Donc avec des traçabilités en plus qui sont totales, hein, avec des cafés d'estate. Mais évidemment, c'est peut-être des blends de variété. Ça peut être du nature, tu vois. Donc tu peux avoir des process écolos. C'est des cafés qui sont possibles aujourd'hui. Mais d'ailleurs, t'en vois beaucoup dans pas mal de torréfs, hein, quand même. Tu vas dans une biocop, bah voilà, tu te retrouves quand même finalement en concurrence, toi, torréfacteur artisanal et indépendant, face à des torréfactions industrielles qui vont te proposer un truc bio, fair trade, à 3,50 €. Et là, toi, t'es pas là pour l'expliquer. C'est toujours le problème sur ces endroits-là. C'est que t'es pas là, toi, pour expliquer. Si tu les as, t'es là, tu passes ta vie dedans, je pense que tu y arrives. Tu les expliques, tu les prends, tu les convaincs. Je peux facilement les convaincre. Là, actuellement, la différence, elle est pas mal gustative, hein, entre un café qui est à 2-4 euros. Mais normalement, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que on a été éduqué à un café qui est très torréfié. Ouais. Donc, j'imagine que quand tu fais goûter des cafés de spécialité, les gens, pas tous, il y en a qui vont faire waouh, et il y en a beaucoup qui vont faire ouf. En fait, c'est exactement ça. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est vraiment une des clés. C'est déjà aussi de montrer l'étendue en fait de la diversité et la richesse gustative. Et en effet, ça passe par de la torréf évidemment. Aujourd'hui, évidemment, la plupart des cafés en fait sont des cafés uniformisés par le biais de la torréfaction, ça on est d'accord, notamment la caramélisation, mais même parfois dans des pays du Nord, le côté céréales, hein, ça existe aussi. Hein, il y a l'autre côté aussi sous-développé. Non, évidemment, moi j'essaye, comme beaucoup évidemment de torréfacteurs, d'être un peu au milieu et d'essayer de montrer la richesse gustative, vraiment de la palette aromatique de tout ce qui peut être trouvé dans le terroir, et plus la variété, plus le process. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, c'est ça aussi la beauté quand même, c'est que notre secteur, il a quand même évolué. Là, on parle il y a 10 ans quand ça a commencé. Aujourd'hui, on a quand même bien la preuve que on a quand même des gens qui nous suivent, mais grave. Et t'as plein de torréfs, évidemment, qui commencent à avoir 7-8 ans d'existence, avec des vrais choix en termes de torréf, etc. Et eux, pour le coup, ils arrivent à montrer cette diversité et ça marche. D'ailleurs, de toute façon, c'est assez extraordinaire. Les exemples que j'ai, c'est qu'il faut qu'un consommateur, il achète un café de spécialité quelque temps, ou un café en tout cas bien torréfié, machin, qualitatif. Et puis après, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il reprenne du café de grande surface. Au moins une fois ou deux. Ouais. Voilà. Et en général... Papa, c'est l'exemple typique. Mais c'est exactement ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart des gens, après, ils te disent... J'ai tellement d'exemples où des gens ils te disent bah ça y est, t'es devenu mon dealer, parce que là c'est vraiment ça, c'est qu'il y a une espèce d'attachement et d'addiction en fait à un goût en fait que je connaissais pas, mais en fait et c'est très drôle parce que 90% des cafés c'est terminé quoi, c'est fini. Tu peux plus aller à l'hôtel, tu peux plus aller au restaurant, tu peux plus rien consommer, et quand tu bascules là-dedans, bah la vie elle est belle parce que du coup petit à petit bah c'est une personne de plus qui est convaincue et ça vient et ça va venir. De toute manière, le marché tend vers ça. Ouais. Donc oui. Et puis tu le vois bien déjà dans les supermarchés. Bah déjà avant, il y a quelques années, il n'y avait pas de café en grains. Maintenant, on trouve du café en grains. T'as raison. Donc, moi, je serais pas. Ça me surprendrait pas que les grandes distributions tendent à ce qu'il y ait un pôle qualité. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, l'offre grain les oblige évidemment à travailler des cafés quand même plus qualitatifs qu'avant. Maintenant, ne l'oublions pas, ils n'auront jamais cette notion de traçabilité. C'est hyper important. Nous, on vit dans un monde qui est quand même très différent du leur. Nous, on achète parfois 2 palettes, donc 10 sacs. Une palette, c'est 10 sacs. Tu vas avoir sur cette palette du détail avec peut-être un café de Mauricio du Salvador, un Panama, enfin bref, tout un ensemble de différentes origines. On est vraiment sur cette notion de palette. Eux, ils achètent des conteneurs. Et tiens, Mauricio Selveria, un producteur au Salvador avec lequel on bosse sur la plantation Villa Galicia, il a la finca Himalaya, il a quelques fermes, mais il va sortir quoi, 2 conteneurs au maximum sur sa prod. Au total, 2 conteneurs, c'est déjà pas mal. Mais ça reste, c'est 320 sacs. Enfin non, là, c'est 275 sacs puisque c'est 69 kilos le sac. Un conteneur chez Nestlé, c'est 2 jours de travail, je pense. 18 tonnes. Enfin, et encore.
eux sont à la tonne à l'heure. Donc au minimum. Enfin voilà. Donc ils n'iront jamais sur ces cafés-là. C'est pour ça qu'il faut être de plus en plus présent sur cette notion de traçat, de qualité, de rémunération à la hauteur du travail. La qualité, pour moi, c'est l'élément fondateur. C'est ce qui permettra de rendre périn le secteur. C'est-à-dire de payer les gens à la hauteur du travail. Après, oui, il y a pas mal de bullshit. Regarde, enfin, alors, les grands industriels, ils vont te dire que café d'exception et le. Ah oui, bien sûr, le grand cru, voilà, oui, bah, ça fait 20 ans, 30 ans que ça dure. Et Fairtrade et oui, des choses bien comme évidemment. ça. Et... Non, c'est du bullshit, mais par contre, ils ne pourront jamais. Et là où le bullshit, le problème, c'est que c'est difficile de le contrer parce que t'es pas face à tous tes consommateurs. Donc, tu peux pas le contrer. Là où tu peux le contrer, c'est sur la notion de traçat. En fait, c'est la traçabilité parce qu'eux l'auront jamais. Donc là, même si aujourd'hui ils commencent à faire l'effort, je voyais l'autre fois une marque de grande distribution qui commence à travailler des cafés de région maintenant. Donc ils travaillent plus des pays, ils travaillent des pays-régions. D'accord. Tu regarderas, j'ai pas envie de faire de pub donc je ne dirai pas, mais il y a une marque de grande distribution bretonne qui a sorti une gamme avec vraiment la notion de pays plus l'origine. C'est en Éthiopie, c'est de l'Irgachef, tu vois. Ça, d'Irgachef dans de la grande distribution, on n'avait jamais vu noter Irgachef. Hein. Non. Donc, il commence. Mais par contre, nous, on n'est plus en Irgachef depuis longtemps. On est en côte chérée, on est sur cette coopérative, on est sur cette ferme. Et donc, c'est ça. Il faut toujours systématiquement garder. Fait bien longtemps que, enfin, ça existe encore dans des torrefs, mais l'Éthiopie Irgachef c'est pas suffisant aujourd'hui en tout cas. Aujourd'hui, il faut faire cette promotion-là d'une traçabilité, de parler de variété, de process. Enfin voilà, c'est un peu presque facile, hein, c'est mon taf. Mon taf, l'éducation, c'est ce qu'il y a, je pense, de mieux pour faire comprendre la qualité, la traçabilité. Quoi. Et est-ce que t'as pas été perdu avec tous les process, l'arrivée de tous les nouveaux process? Parce que j'imagine que tu t'es construit une librairie avec les différentes variétés. Ouais, et à un bien moment sûr. donné, il y a les process qui sont arrivés. Tu te renseignes, quoi. À toi de te renseigner au bon moment quand ça arrive. Les macérations carboniques, l'anaérobie éthiopien, l'anaérobie évidemment de l'autre côté de l'Amérique centrale. Mais tout ça aussi, c'est encore flou parce que c'est très flou, la macération, ça dépend combien de temps. Mais bien évidemment, ça peut être sur du nature, ça peut être sur du lavé. Donc le thermal shock, là, c'est le dernier truc en date. C'est génial parce que ça joue, etc. Maintenant, si j'étais torréfacteur, moi je veux acheter, mais par contre je veux avoir vraiment l'explication totale. En fait, c'est un truc et c'est vers là qu'on doit tendre parce que comme tu le dis, c'est flou quand même. Ça reste flou. Moi, je suis allé en Éthiopie. Alors là, je vais penser à un torréfacteur du sud-ouest de la France avec qui j'étais en Éthiopie, et on est sur une table de séchage et la personne nous dit ça c'est le nature classique, et là on voit un tas de cerises qui sont un petit peu en montagne, et là je lui dis mais c'est quoi ça, et là il me dit c'est de l'anaérobie. Voilà. Donc l'anaérobie de l'Éthiopien, de ce ferme-là, c'était tout simplement, au lieu d'étaler les cerises comme ça, elles étaient en montagne. Okay. C'est-à-dire que vraiment tu avais cette notion de fermentation à l'intérieur. Ouais, c'est ça, tu vois, la traçabilité, c'est pour ça, même si tu as l'information, c'est un anaérobie d'un endroit, ça va pas du tout être la même chose. Mais après, je vais pas te dire, je dis la vérité, c'est pareil pour le nature, c'est pareil pour le laver, c'est pareil pour le honey. Oui, en fait, c'est pareil pour chaque process, et c'est ça qui est beau, c'est que quelque part, la diversité qu'on doit prôner, nous, dans les torréfactions, on doit aussi la prôner dans les pays de production, et dans la façon dont ils produisent. Le semi-lavé, c'est la plus grande... c'est le plus grand process qui est le plus drôle, parce que ça peut être un semi-honey, ça peut être un semi-nature, ça peut être un semi-lavé sans fermentation, avec un démuciladeur. Enfin, le semi-lavé, moi j'achète un semi-lavé, franchement je sais rien, je veux qu'il m'explique, parce qu'il y a tellement de possibilités. J'ai utilisé le dépulpeur, mais j'ai mis de l'eau, comme ça j'ai enlevé plus de mucilage, donc ça ressemble à un honey. Tu vois, j'ai utilisé le démucilador, donc c'est-à-dire c'est un appareil qui lave, donc j'ai pas fermenté, donc on appelle ça aussi des semi-lavés. Il y en a qui laissent plus ou moins ça de pulpe, et donc en utilisant de l'eau, donc on est sur un semi-lavé, pas sur un honey. Enfin, ouais, mais toi t'as expérimenté. Mais imagine le gars qui va chercher son paquet de café chez le torréfacteur. Le torréfacteur il va mettre nature, lavé, semi-lavé, etc. Ouais. Mais c'est comme un caviste, hein. Moi je suis désolé, le torréfacteur il doit connaître ces informations-là. Enfin moi je trouve que, pour moi ça me paraît normal. Aujourd'hui, je me permets, aujourd'hui tu remarqueras que la plupart des torréfactions, et je trouve ça plutôt une bonne chose, non plus 25 cafés comme ça existait dans le temps, ou d'ailleurs à l'époque c'était presque 20 assemblages et 5 origines. Bon maintenant, évidemment il y a plus d'origines, mais non, aujourd'hui tu as 8 cafés peut-être que tu vas faire tourner, tu vois. 8 cafés, tu dois les connaître par cœur, tu dois savoir tout.
Tu dois tout savoir. Enfin, en tout cas, pour moi, tu dois, et nous, c'est notre mission et notre rôle, c'est de donner toutes les informations nécessaires pour que les gens comprennent la spécificité du café qu'ils vendent. On a 8 cafés, t'imagines un caviste, lui, il a 500 références de bouteilles, et il connaît pas les 500, je pense que ce serait impossible, mais je pense qu'il en connaît quand même pas mal. Et je pense qu'il en connaît pas mal. Et ben, pour moi, mais la cave à vin, c'est pareil, pour moi, une torréf, c'est pareil. C'est les 8 cafés, tu dois connaître d'où ça vient, comment ça a été processé, quelles sont les variétés, quelle peut être la nature de sol, quelle est l'altitude, quel est le climat, l'humain, comment l'humain est intégré à l'intérieur, est-ce qu'il va jouer sur l'ombrage, il va faire l'irrigation, comment il se positionne vis-à-vis de ces variétés, etc. Enfin voilà. Et puis derrière aussi, et ça c'est un truc que je trouve qu'on oublie toujours, c'est parler aussi de notre métier de torréfacteur. Et dire, bah, ce café-là, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai décidé de le torréfier comme ça, comme ça. Ouais. Pourquoi ? Parce que je veux mettre ça en avant. Voilà. Mais alors, justement, dans tous ces critères, quelle part par exemple, c'est quoi la part du terroir, c'est quoi la part du process dans le résultat en tasse d'un café ? Tu vois ? Alors, c'est évidemment, c'est hyper difficile de répondre parce que c'est une addition de tous ces facteurs-là. Et notamment, il y a un des facteurs qu'on oublie et sur lequel j'insiste beaucoup en formation, qui est le dry mill, savoir là où tu constitues ton sac. Un bon café, une bonne torréfaction, c'est aussi des grains déjà qui sont homogènes. C'est d'accord ? Le transfert de chaleur, il doit être homogène. Si j'ai des grains qui sont un peu disparates, je vais avoir des grains plus foncés et des grains un peu plus clairs. Forcément, de la façon dont... Le dry mill, c'est un moment qui est hyper important parce que c'est là où tu constitues tes sacs. Tu peux avoir fait le terroir, tu peux avoir fait un super séchage, a priori t'es bien parti, mais il suffit que ton tri soit mal effectué au moment de la constitution de tes sacs. On n'est qu'une pièce parmi tout ça, en fait, parmi ce puzzle. Et en fait, j'adorerais dire la variété c'est ça, je l'ai dit en préambule tout à l'heure avec la variété Bourbon, mais moi j'ai choisi un process, je fais que du lavé. Pour l'instant, je me concentre que sur du lavé, sur le Bourbon. Je peux pas prendre du nature, du honey ou du choc thermique ou des trucs comme ça d'un Bourbon. Pour l'instant, je me concentre sur quel est le point commun d'un Bourbon lavé à travers le monde. Et alors, ça donne quoi actuellement? Bah, on a cette notion de sucrosité, on a des arômes qui reviennent assez souvent. Le Bourbon, c'est une variété qui a surtout été choisie. Alors, elle est assez fragile par rapport à ce qui existe aujourd'hui en termes de variété. Mais à l'époque, c'était la variété rendement qui était quand même plutôt résistante, alors qu'aujourd'hui, elle l'est peu en fait. Mais c'est la sucrosité en fait. On est sur cette notion un peu d'arôme de fruits secs, regarde le Caturra notamment, le Mondo Novo, tous ces mutants naturels ont cette notion un peu de fruits secs, noisettes, chocolat, caramel, enfin tout ce qui est un peu sugar browning, avec cette touche citrique quoi. C'est la touche citrique qui revient, mais qui est pas la plus vive de toutes quoi. Tu vois, c'est pas le Typica a plus d'acidité par exemple pour moi. Donc voilà. Cool. On n'irait pas manger, Quentin, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Bon. Et voilà, ma visite chez Belco se termine. Merci Jérémy de m'avoir ouvert les portes de l'entreprise Belco. Merci de m'avoir fait partager ce moment, cette énergie et cette vision, cet engagement pour un café de spécialité toujours de meilleure qualité. Allez, ciao!